La crise requin à présent, suite de notre série. Ce soir, tenter de comprendre l'animal à l'origine de la crise. Question à notre invité dans un instant. L'homme et le squale, un casse-tête pour les scientifiques. Plusieurs études menées depuis 10 ans, plusieurs théories. On fait le rappel avec Yusha Asenji et Baptiste Sisko. Comprendre le requin pour prévenir les attaques, c'est la difficile mission des scientifiques. Pour pallier le déficit de connaissances, une grande étude est lancée. C'est le fameux programme Shark. Un programme et une méthode, l'observation des squales dans leur milieu naturel. Entre 2012 et 2015, 83 requins sont marqués et relâchés. Une technique critiquée, lorsque 2 femelles bulldogs baptisées Estelle et Fanny sont détectées à 3 reprises à proximité des zones d'attaque. Les scientifiques sont sous pression. Une hypothèse émerge alors, celle d'individus au comportement déviant. La probabilité d'émergence d'un requin à problème au sein d'une population est extrêmement rare. Le problème, c'est que si cette espèce-là, comme c'est le cas du requin bulldog, est un petit peu grégaire, c'est-à-dire qu'ils ont tendance à se rassembler, il va y avoir forcément d'autres requins qui vont être au contact de ce requin-là, qui peuvent assister à une morsure sur l'homme, auquel cas, si vous voulez, ces requins qui d'eux-mêmes n'avaient jamais osé faire ça, ils vont voir que ça marche grâce aux requins plus audacieux qu'eux et ils vont avoir tendance probablement à faire la même chose. À partir de 2014, c'est le temps de la pêche préventive. Les programmes Cap Requin sont lancés, le centre de recherche et d'appui est créé. Il deviendra Centre Sécurité Requin en 2019. Objectif, mesurer l'impact des captures sur la fréquentation et le risque. Autant ça a un sens de prélever systématiquement les requins bulldogs puisqu'on voit que ça a un effet durable sur la baisse de fréquentation de ces animaux. Autant sur les requins tigres, c'est pas du tout la même chose. On a plutôt l'inverse, une augmentation des captures de requins tigres. Pourtant, on n'a pas plus d'attaques de tigres. Et donc, on sait que le tigre est quand même un animal qui est, dans le contexte réunionnais, beaucoup moins dangereux que le requin bulldog. Et que la crise requin à La Réunion, c'était quand même d'abord une crise bulldog. 10 ans après, il reste beaucoup à apprendre et on ne sait pas combien de requins peuplent les eaux réunionnaises. Mais les données recueillies permettent d'envisager une reprise des activités nautiques sous haute surveillance. Et 3 questions à l'invité de ce 19h, Sébastien Jacquemet, bonsoir. Bonsoir. Enseignant, chercheur en biologie, écologie marine à l'université. Requin tigre, requin bulldog, 2 espèces qui sont à l'origine des attaques. Qu'est-ce qu'on sait d'abord de ces squales, leurs caractéristiques en matière de comportement, en matière de population? Alors, on a 2 requins qui sont de grande taille. D'abord, à l'âge adulte, c'est 2 requins prédateurs qui sont en haut de la chaîne alimentaire et donc qui à la fois ont un rôle important dans le fonctionnement de l'écosystème, mais qui peuvent aussi, avec le requin blanc, être les principaux responsables des attaques sur l'homme. Aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que ces requins n'ont pas du tout le même fonctionnement. C'est-à-dire que les requins tigres, c'est une population qui, d'un point de vue génétique, est relativement homogène à l'échelle globale. Ouais. C'est-à-dire que les requins tigres qu'on trouve à La Réunion appartiennent à les une mêmes population mondiale. D'accord. Voilà. Alors que le requin bulldog va avoir une structure de population plus régionalisée. Et donc ça, en termes de gestion, c'est important de le savoir. Après, on a 2 espèces qui ont des caractéristiques de reproduction aussi qui ne sont pas communes à tous les requins, puisque en fait, le développement des jeunes va se faire entièrement à l'intérieur du corps de la mère. D'accord. Donc ça permet de produire des jeunes à la naissance qui ont déjà une grande taille et qui vont donc mieux survivre que s'ils avaient dû se développer dans le milieu. Et puis après, le requin bulldog qui nous concerne plus à La Réunion par rapport au risque, c'est un requin qui a aussi la capacité de passer de l'eau de mer à l'eau douce assez facilement. Et donc, dans la stratégie de reproduction, en fait, les femelles vont souvent coloniser les eaux douces pour mettre bas, et ensuite les jeunes vont bénéficier de ces eaux douces où il y a beaucoup moins de dangers de prédateurs et des eaux aussi qui ont plus de nourriture, pour pouvoir se développer
facilement. Voilà, donc, il y a plusieurs études depuis le début de la crise requin. Vous avez vous-même disséqué plusieurs spécimens. Qu'est-ce que vous avez appris? Je pense notamment, on a parlé de la chair de requin bulldog qui pourrait être à nouveau autorisée. Sur ces fameux tests-là, ciguatoxine, qu'est-ce que vous apprenez lors de ces Oui, tout à fait. Donc, moi, depuis 2012, j'ai coordonné l'ensemble des dissections de requins et de prélèvements biologiques qui ont contribué en particulier aux analyses sur la ciguatera, mais aussi qui ont permis d'éclairer les services de l'État et le Centre de sécurité requin autour de la politique. Et les annonces qui ont été faites hier découlent en partie aussi des travaux qu'on a réalisés. Sur l'aspect sanitaire, on va dire, par rapport à la consommation, par exemple, on a pu participer à deux études de plus grande ampleur et montrer que globalement, que ce soit concernant les concentrations en mercure ou en polluants organiques persistants à La Réunion, dans les deux espèces, on a des taux des concentrations qui sont relativement faibles par rapport à d'autres régions du monde. Et donc ça, c'est plutôt un bon indicateur. Ça veut dire que globalement, déjà, les eaux à La Réunion sont assez peu contaminées par ces polluants. Et ça va plutôt dans le bon sens aussi par rapport à une consommation de la chair. C'est difficile à déterminer, parce qu'il faut déjà pêcher les requins, ensuite les analyser. Oui, tout de à manière fait. empirique, comment est-ce qu'on fait? Pour ce genre d'analyse, alors on a travaillé en collaboration avec des laboratoires spécialisés parce qu'on n'a pas les compétences locales ou les capacités analytiques localement. Mais globalement, en fait, quand on réalise des dissections, en fait, on va prélever un certain nombre d'échantillons biologiques, que ce soit de la chair, du foie, de la peau. On va s'intéresser aussi à l'appareil reproducteur pour avoir des informations sur la période de reproduction, par exemple. Et soit on va pouvoir analyser localement les échantillons, soit collaborer, c'est le principe de la science, c'est aussi avoir des réseaux de collaborateurs pour pouvoir analyser ces échantillons. Dans le monde entier. Dans le monde ou en France, oui. 10 ans après le début de la crise, est-ce qu'on en connaît les causes précises? C'est un peu comme une enquête, j'imagine. Vous éliminez des pistes au fur et à mesure? Tout à fait. Alors, peut-être ce qu'il faut rappeler, c'est que il n'y avait quasiment aucune étude, voire aucune étude qui n'était menée sur les requins dans le monde entier, avant 2011. Très peu dans le monde, mais à La Réunion en particulier. Et globalement, même sur le milieu marin, en fait, on a assez peu de connaissances encore. Et au moment où il y a eu le début de la crise, à partir de 2011, en fait, on a commencé à s'intéresser à l'écologie, à la biologie de ces espèces, et pour essayer de comprendre qu'est-ce qui pouvait se passer. Malheureusement, comme on a commencé les études à un moment où la situation était pas normale, et qu'on n'a pas d'état de référence, c'est un petit peu compliqué de trouver les causes exactes. Par contre, effectivement, il y a un certain nombre d'hypothèses qui ont été proposées par différentes personnes, différentes choses. Et ce qu'on peut aujourd'hui affirmer de façon assez sûre, c'est que, par exemple, a priori, il n'y a pas de relation entre l'établissement de la réserve marine et l'augmentation des attaques de requins. Ça fait extrêmement polémique. Donc là, vous nous dites scientifiquement prouvé qu'il n'y a pas de corrélation. Alors, on va dire qu'on a un faisceau d'informations, les données de pêche, les données sur l'écologie alimentaire, les données issues de Shark aussi, les déplacements des requins à l'époque. Nous font penser que la réserve marine en fait est assez peu utilisée par ces requins-là. Ils peuvent l'utiliser mais pas de façon si intensive. Et puis à côté de ça, les études sur le suivi de l'effet réserve ont montré qu'effectivement il y avait un petit peu d'accroissement de la biomasse de poissons, mais que ça restait quand même assez faible par rapport aux quantités de poissons qu'il faudrait pour un requin bulldog. Donc l'hypothèse d'une relation entre la réserve marine et puis l'augmentation du nombre de requins sur la côte ouest, par exemple, c'est assez peu probable. Et l'enquête se poursuit. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir, Sébastien Jacquemet, pour toutes ces précisions sur cette crise requin qui nous intéresse depuis maintenant une dizaine d'années, 10 ans.